30 ingénieurs avaient échoué, mais une simple livreuse sans le sou a tout résolu. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Profitez de l'histoire. Le chaos régnait en maître dans les bureaux de la direction de Lefebvre Tech. Les écrans géants clignotaient, affichant des messages d'alerte écarlate. Une défaillance critique de sécurité était en cours et le redémarrage d'urgence patinait. Les ingénieurs s'agitaient dans tous les sens, hurlant des ordres que personne n'écoutait. Au centre de cette tempête, immobile comme un roc, se tenait Antoine Lefebvre, le PDG de l'entreprise technologique la plus influente de l'Hexagone. Son regard, froid et perçant, ne trahissait aucune peur. « 30 secondes, annonça-t-il, en consultant sa montre de luxe. « Si personne ne règle ça, vous êtes tous virés. »« Nous essayons, monsieur, » répondit un ingénieur au bord de la crise de nerfs, « mais le système refuse toute commande. » Antoine ne répondit pas, croisant les bras dans un silence lourd, comme s'il avait déjà accepté le désastre imminent. Soudain, les portes de secours s'ouvrirent avec fracas. Tous les visages se tournèrent. « Livraison pour Antoine Lefebvre, thé au citron sans sucre et pain complet au tofu !» cria une voix féminine en entrant d'un pas décidé. Son t-shirt était trempé de sueur et sa respiration saccadait. C'était Chloé Dubois, une livreuse visiblement perdue. « Mademoiselle, c'est une zone de haute sécurité ici !» hurla un employé. « Ce n'est pas le 32e étage? La commande numéro 49 est dans le système? Sortez d'ici immédiatement !»« Calmez-vous, je viens juste livrer. Mon client est Antoine Lefebvre. » L'assemblée se figea. Antoine pivota pour l'examiner. « Savez-vous qui je suis ? » « Bien sûr, votre nom est sur l'application, » dit-elle en montrant son téléphone. « La commande a été passée à 11h42. Vous avez 1 minute de retard, » rétorqua-t-il sèchement. « Il y avait des embouteillages, » souffla-t-elle. « Peu importe, voici votre déjeuner. » Chloé tendit le sac, ne comprenant pas pourquoi on la dévisageait comme une extraterrestre. C'est alors qu'elle remarqua l'écran géant derrière le PDG. « Vous essayez de redémarrer ce système avec le cache encore actif ?» Un ingénieur grogna. « Et maintenant la livreuse va nous donner des leçons ? » « Non, c'est juste que... » Elle pointa le code du doigt. « Si cette ligne continue de s'exécuter, le système passera en mode défense et gèlera tout. » Antoine fit un pas en avant. « Vous comprenez ce langage ? » ?»« Un peu. J'ai étudié l'informatique à l'université, mais j'ai arrêté en 2e année. Je peux essayer ?» Antoine scanna la salle du regard. Tous ses ingénieurs baissèrent les yeux, honteux. « Allez-y, » ordonna-t-il. Chloé s'approcha de la console, effleura l'écran avec précaution, ouvrit une ligne de code masqué, tapa quelques commandes rapides, débrancha un câble spécifique et relança le système depuis une source d'énergie secondaire. 3 secondes plus tard, l'écran afficha « Système stable. Accès restauré ». Les alarmes cessèrent de hurler et l'éclairage redevint normal. Un silence total s'installa. « Ça a marché ?» demanda-t-elle, confuse face à tant de stupeur. Antoine observa l'écran, puis la jeune femme. « Quel est votre nom ?»« Chloé. Chloé Dubois. Je peux y aller maintenant ?»« Attendez. » Elle se retourna. « Vous ne voulez pas un travail ?»« Non merci. J'ai d'autres livraisons à faire. » Et elle sortit en courant comme si de rien n'était. En remontant sur son scooter, bravant la pluie battante avec son sac thermique sur le dos, Chloé sourit, soulagée. Elle ignorait que plus de 30 caméras l'avaient filmée et que son visage circulait déjà sur les forums technologiques et les réseaux sociaux. Une demi-heure plus tard, dans une salle obscure de la Tour Lefebvre, Antoine repassait l'enregistrement de sécurité en boucle, zoomant sur le visage de la jeune femme. « Chloé Dubois », murmura-t-il. À l'autre bout de la ville, Chloé rentrait chez elle avec un sac plastique contenant du riz et des œufs. « Maman, je suis rentrée !» Une femme maigre en fauteuil roulant lui sourit avec fatigue. « Comment ça s'est passé, ma chérie ?»« Comme d'habitude. Courir partout, mais tout va bien. Je vais préparer la soupe. » Pendant que Chloé se changeait et se lavait les mains, 2 hommes l'observaient depuis une voiture garée devant son immeuble. « C'est bien elle ?» demanda celui avec une casquette. « Oui, monsieur Lefebvre a demandé qu'on retrouve la livreuse de l'incident. C'est elle. Et qu'est-ce qu'il lui veut ? On ne sait pas. Mais si le patron demande, on obéit. » Le lendemain, Chloé se figea devant un kiosque à journaux. En couverture du magazine économique le plus lu du pays, on pouvait lire « Une livreuse résout en quelques secondes ce que 30 ingénieurs n'ont pu faire. Qui est Chloé Dubois ?» Elle courut vers l'arrêt de bus, le cœur battant à tout rompre. « Non, 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 ça va me causer des ennuis. » Mais il était trop tard. Au coin de la rue, une limousine noire lui barra la route. La vitre teintée descendit lentement. C'était lui. « Chloé ?» dit Antoine avec un léger sourire. « Je vous cherchais. » Les yeux de la jeune femme s'agrandirent. « Quoi ? J'ai encore besoin de votre aide. » Chloé recula d'un pas, manquant de trébucher sur le trottoir. « Mon aide ? Écoutez, je faisais juste mon boulot. C'était de la chance. » Antoine gardait ce regard intense, comme s'il lisait dans ses pensées. La limousine rutilante attirait les regards de tous les passants. De la chance ? Il eut un demi-sourire. Personne ne résout un problème de chiffrement dynamique en quelques secondes par chance. « Je dois travailler », dit-elle en ajustant son sac à dos. « Combien gagnez-vous par jour ? » « C'est très personnel. Je vous paierai le double. Pour une livraison spéciale. » Il lui tendit une carte noire aux lettres dorées. Chloé hésita, mais finit par la prendre. « Voici l'adresse. À 19h précise. Ne soyez pas en retard. » La vitre remonta, et la limousine s'éloigna en silence, laissant Chloé avec la carte en main comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Dans son bureau, Antoine fixait l'écran affichant toutes les données disponibles sur Chloé Dubois. Chaque clic en révélait davantage sur cette jeune femme sortie de nulle part. Elle avait abandonné ses études d'informatique en 3e année. Elle avait d'excellentes notes, une bourse complète. Elle vivait sur le campus jusqu'au décès de son père. Julien, son assistant depuis plus de 10 ans, se tenait près de la porte,
Pourquoi quelqu'un avec autant de talent livrerait des repas? Murmura Antoine pour lui-même. Peut-être qu'elle cache quelque chose? Suggéra Julien. Antoine fit pivoter son fauteuil pour observer la vue sur la ville. Continuez de chercher. Je veux tout savoir sur elle. Dans un coin de l'écran apparut un vieil article datant de 3 ans. Un chef célèbre accusé d'avoir empoisonné des clients dans un restaurant étoilé. La photo montrait un homme d'âge moyen avec un sourire ressemblant à celui de Chloé. Intéressant, chuchota Antoine. La fille d'un criminel devrait faire profil bas. Pendant ce temps, dans une pharmacie de quartier, Chloé achetait des médicaments pour sa mère. Elle s'apprêtait à payer une boîte d'analgésiques lorsqu'elle entendit une voix familière. La fille d'un assassin ne devrait pas se promener ici. Chloé se figea, serrant fort la boîte. Sophie Bertrand, une ancienne camarade d'université, la regardait avec mépris depuis le rayon beauté. Sa chevelure blonde parfaitement coiffée. Et ce sourire venimeux habituel. Je croyais que tu avais disparu après l'arrestation de ton père. Lança Sophie assez fort pour que tout le monde entende. Ça fait quoi d'être la fille de celui qui a failli tuer 15 personnes? Chloé respira profondément et compta mentalement jusqu'à 3. Mon père était innocent, dit-elle sans se retourner. Sophie éclata d'un rire cruel. Bien sûr. C'est pour ça qu'il s'est pendu en prison. Non. Les innocents font toujours ça. Le corps de Chloé trembla. Mais son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. N'oublie pas les médicaments, ma puce. Je t'aime. Cela suffit à la calmer. Elle paya en silence et sortit en ignorant les regards curieux. Lâche. Tout comme ton père. Lui cria Sophie. Sur le chemin du retour, Chloé luttait pour retenir ses larmes. 3 ans s'étaient découlés depuis que son père, Étienne Dubois, un chef talentueux, avait été accusé d'avoir empoisonné des desserts dans un restaurant de luxe. 2 semaines après son arrestation, on l'avait retrouvé mort dans sa cellule. Ce jour-là, son monde s'était effondré. Elle avait dû abandonner l'université pour s'occuper de sa mère, tombée malade suite au traumatisme. En rentrant chez elle, Manon trouva son petit frère, Lucas, âgé de seulement 12 ans, les mains plongées sous l'évier de la cuisine. « Qu'est-ce que tu fabriques, petit bonhomme ?» demanda-t-elle. Ça fuit encore, répondit-il sans même lever les yeux, concentré sur sa tâche. On gaspille beaucoup trop d'eau. Manon esquissa un sourire empreint de tristesse. Lucas avait hérité de la même ténacité que leur père. Et maman? Interrogea-t-elle. Elle dort déjà. Elle était vraiment épuisée aujourd'hui. Manon alla vérifier par elle-même. Thérèse reposait sur un lit poussé contre un mur dont la peinture s'écaillait par endroits. Juste à côté, une photo encadrée montrait Étienne, tout sourire, présentant une assiette tressée à la perfection. Le dernier prix culinaire qu'il avait remporté. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. C'était Marc, son superviseur de l'application de livraison. Manon, t'es virée. Je ne veux plus de toi sur la plateforme. Quoi? Mais pourquoi? Balbuta-t-elle, sous le choc. D'abord tu t'introduis dans une zone de haute sécurité. Et ensuite tu passes au journal télévisé. C'est une catastrophe absolue pour l'image de notre service. Marc, s'il te plaît. J'ai absolument besoin de ce travail. C'est fini. Reporte l'uniforme demain. La ligne coupa sèchement. Manon se laissa glisser sur le carrelage froid de la cuisine, le dos contre le mur. Encore un emploi perdu. Elle gagnait à peine assez pour payer les médicaments de sa mère. C'est alors qu'elle se souvint de la carte noire, celle qu'Adrien lui avait donnée. Peut-être que cette livraison spéciale était sa seule et unique issue. À 19h02 précise, Manon descendit de son vieux vélo rouillé devant l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Elle portait la seule tenue décente qu'elle possédait, un jean pas trop délavé et un chemisier prêté par la voisine. Le voiturier la regarda avec un mépris non dissimulé. « L'entrée de service est par derrière », dit-il en désignant une ruelle sombre d'un signe de tête. « Je viens voir Adrien Navarri », rétorqua-t-elle en relevant le menton avec fierté. « Il m'a invité. » L'homme éclata de rire. « Bien sûr, et moi je suis le président de la République. » À cet instant précis, une Aston Martin argentée s'immobilisa devant l'établissement. Adrien en sortit, impeccable dans son costume sur mesure. Le voiturier se précipita vers lui, ignorant totalement Manon. « Votre table est prête, monsieur Navarri. » Adrien aperçut la jeune femme et s'approcha. « Vous êtes en retard, dit-il en consultant sa montre en platine. « 2 minutes. Je suis venu à vélo. » Il jeta un coup d'œil à la bicyclette oxydée, puis à ses vêtements modestes. « Allons-y. » En traversant la salle du restaurant étoilé, Manon sentait tous les regards peser lourdement sur elle. Les tables étaient occupées par des politiciens, des célébrités et des capitaines d'industrie, des gens vêtis de haute couture et parés de bijoux qui brillaient plus intensément que les lustres en cristal. Adrien la conduisit à une table réservée en mezzanine, offrant une vue imprenable sur la ville lumière. « Qu'est-ce que je fais ici ?» demanda-t-elle dès qu'ils furent seuls. « Je veux vous offrir un poste, dans la sécurité technologique. » Manon eut un rire amer. «
Je n'ai pas fini mes études universitaires. Les diplômes ne m'intéressent pas, seuls les résultats comptent pour moi. Un serveur s'approcha avec des coupes de champagne. Adrien le renvoya d'un geste discret. « Pourquoi faites-vous ça? Sérieusement, vous ne me connaissez même pas. » Adrien l'observa un instant. Il avait ce regard froid et calculateur, mais on y décelait autre chose, de la curiosité. « Vous avez accompli en quelques secondes ce que mes experts n'ont pas réussi à faire en 1 heure. Cela a retenu mon attention. Vous avez enquêté sur mon passé, n'est-ce pas? Vous devez savoir pour mon père. » Une lueur traversa les yeux d'Adrien. « Je sais que c'était un chef talentueux et prétendument un criminel, » ajouta Manon avec amertume. « C'est ce que disent les gens. Et vous? Que dites-vous » Manon déglutit difficilement. En parler lui faisait mal physiquement. Qu'il était innocent, qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille, qu'il aimait cuisiner plus que tout au monde. Le serveur revint avec les plats, une véritable œuvre d'art culinaire pour Adrien et une autre tout aussi élaborée pour Manon. Elle regarda l'assiette avec méfiance, les souvenirs lui nouaient l'estomac. « Mon père cuisinait mieux que ça, » murmura-t-elle. « Vous cuisinez aussi. J'ai appris avec lui, » répondit-elle en goûtant du bout des lèvres, mais je n'ai jamais pu continuer. Adrien la fixait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Pour la première fois, Manon remarqua à quel point il était charismatique. Il dégageait cette aura mystérieuse et élégante qui imposait le respect. « J'ai une proposition. Enfin, plutôt une épreuve. » corrigea-t-il après un silence. « Quel genre d'épreuve? » « Demain, au bureau de l'entreprise, à 9h pile. Et si je refuse ?» Adrien sourit de manière énigmatique. « Alors j'aurai perdu mon temps. Et vous? Une opportunité. » Le reste du dîner se déroula dans un silence pesant et inconfortable. Manon ne parvenait pas à comprendre ce que cet homme attendait d'elle. En sortant du restaurant, une femme mince et élégante s'approcha d'eux. Elle portait une robe noire de grand couturier et affichait un sourire qui ne présageait rien de bon. « Adrien, quelle surprise de te voir ici, » dit-elle. Ses yeux parcoururent Manon de la tête aux pieds avec un dédain moqueur. « Et elle? C'est qui? » « Ma nouvelle assistante, Monique Lejeune, » répondit Adrien froidement. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Manon sentit un frisson la parcourir en entendant ce nom de famille. « Lejeune? Comme Sylvine? Vous vous connaissez ?» demanda Adrien, remarquant la tension palpable. « Pas exactement, » répondit Manon sans quitter Monique des yeux. « Mais je connais votre fille, Sylvie. » Les yeux de Monique brillèrent d'une reconnaissance soudaine. « Attends, tu es la fille d'Étienne Rivière, le chef qui a essayé d'empoisonner mon mari. » Manon sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mon père était innocent, » répliqua-t-elle machinalement. Monique rit avec malice. Ton père était un raté qui ne supportait pas la concurrence. Il a essayé de tuer Raphaël par pure jalousie. Adrien observait la scène sans intervenir. Raphaël le jeune, le propriétaire de la chaîne de restaurants? Mon mari, confirma Monique. Il a failli mourir par la faute de ton père. Le sang de Manon ne fit qu'un tour, bouillonnant de rage. C'était un coup monté. Mon père ne ferait jamais ça. Les preuves disaient le contraire, ma chérie, tout comme le jury qui l'a condamné. Manon fit un pas en avant, prête à exploser, mais Adrien lui saisit doucement le bras pour la retenir. « Nous avons terminé ici, Monique, » dit-il avec autorité. « Passe une bonne soirée. »« Fais attention à qui tu embauches, Adrien, » avertit Monique avec un sourire fin. Le mauvais sang finit toujours par ressortir. Lorsqu'elle s'éloigna, Manon tremblait de colère. « Maintenant vous comprenez pourquoi je ne peux pas accepter votre travail, » dit-elle en se dégageant brusquement. « Tout Paris pense que je suis la fille d'un assassin, et cela vous empêchera de prouver le contraire. J'ai essayé, personne ne me croit. Je n'ai pas dit que tu devais les convaincre, » répondit Adrien calmement. « J'ai dit que tu devais le prouver. » Manon sentit un feu nouveau s'allumer en elle. « Comment ? Viens demain, tu le découvriras. » Adrien monta dans sa voiture, la laissant sur le trottoir, prise entre la peur et la curiosité. En rentrant chez elle ce soir-là, Manon trouva une feuille pliée sur la table. Un avis d'expulsion. 3 mois de loyer impayé. Lucas dormait sur le canapé, serrant contre lui l'un des vieux livres de cuisine de son père. Manon regarda la photo d'Étienne au mur, ses yeux toujours joyeux, son sourire serein. « Qu'est-ce que tu dirais maintenant, papa ?» chuchota-t-elle, sentant une boule douloureuse dans sa gorge. Son portable vibra. Un message d'Adrien. « La limousine sera là à 8h30. Ne sois pas en retard. » Manon regarda la convocation du tribunal, puis son frère endormi, et enfin l'image de son père. « Je dois essayer, papa, pour nous tous. » Dans un autre coin de la ville, Adrien passait en revue les documents de l'affaire Rivière. Photos, rapports médico-légaux, témoignages, tout pointait vers quelque chose de louche. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange, monsieur, » dit Julien en entrant dans le bureau. « Concernant l'affaire de l'empoisonnement, il y a des incohérences majeures dans les rapports toxicologiques. » Adrien eut un léger sourire,
Continue de creuser, et assure-toi que tout soit prêt pour demain. Vous êtes sûr, monsieur? Le conseil d'administration n'approuvera jamais ça. Le conseil n'a pas besoin de le savoir. Pas encore. Sur l'écran de son ordinateur portable s'affichait le visage d'Étienne à côté de celui de Manon. Même expression décidée, même sourire tranquille. Adrien referma l'appareil. Demain sera intéressant. Le lendemain matin, à 8h27, Manon était prête, debout sur le trottoir devant son immeuble, portant le même chemisier prêté et un jean propre. Lucas l'observait depuis la fenêtre. « C'est la première fois que je vois une vraie limousine », s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Manon sourit nerveusement. « Ne m'attends pas pour le déjeuner. Prends soin de maman. »« Oui, tu vas travailler avec le monsieur riche. »« Non, je ne sais pas, petit bonhomme. Je vais juste voir ce qu'il veut. » La limousine s'arrêta et le chauffeur descendit pour lui ouvrir la portière. Manon pensait qu'Adrien serait à l'intérieur, mais le véhicule était vide. Durant le trajet, elle regarda son quartier s'éloigner peu à peu. Les vieilles bâtisses décrépites, les câbles électriques pendant tristement, et les petits commerces de quartier s'effaçaient peu à peu, remplacés par des tours de verre étincelantes, de larges boulevards et des berlines de luxe. Arrivée au siège du groupe Mercier, une assistante à la tenue irréprochable accueillit la jeune femme dans le hall immense. « Mademoiselle Rivière, par ici je vous prie. » On la conduisit au dernier étage, où une salle de conférence aux parois vitrées regorgeait d'individus vêtus de costumes hors de billes. Un silence pesant s'abattit sur la pièce dès qu'elle franchit le seuil. Adrien Mercier trônait en bout de table, affichant son calme habituel. « Messieurs, je vous présente Nathalie Rivière. » La majorité des présents la détailla du regard avec mépris. L'un d'eux se racla la gorge, manifestement agacé. « Adrien, pouvons-nous nous entretenir en privé ?» demanda un homme aux cheveux gris. « Évidemment, Édouard. »« Nathalie, attendez dans mon bureau, s'il vous plaît. » On la laissa seule dans le bureau du PDG. Les murs étaient ornés de diplômes et de trophées, offrant une vue imprenable sur la capitale. Mais aucune photo personnelle n'était visible. Seul le travail semblait ponter. Soudain, Adrien entra, talonné par Édouard et deux autres cadres dirigeants. « C'est tout bonnement inacceptable », s'insurgea Édouard. Tu comptes embaucher la fille d'un criminel au sein de la sécurité informatique? C'est un risque pour nous tous. Nathalie sentit le rouge lui monter aux joues, brouillée par la honte. « Mon père était innocent, murmura-t-elle. « Ton avis ne compte pas, gamine, rétorqua Édouard avec dédain. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Adrien ne s'y lia pas. Les faits démontrent surtout que Nathalie résolut une faille critique que personne ici n'a su gérer. « C'était un coup de chance, insista le vieil homme. « Très bien, mettons-la à l'épreuve, déclara Adrien en fixant Nathalie. Ce soir, lors du gala de charité de l'entreprise. »« Ce n'était pas prévu ici ?» demanda Nathalie, confuse. « Changement de programme. Nous recevons des investisseurs et des partenaires internationaux. C'est un dîner officiel. »« Et quel est mon rapport avec tout ça ?» La chef responsable de l'événement est Amélie Vallier, 3 étoiles au Michelin. Tu as prétendu que ton père cuisinait mieux qu'elle. Prouve-le. La salle fut plongée dans un silence stupéfait. Tous les regards exprimaient l'incrédulité. Tu suggères que cette fille affronte Amélie Vallier ? Demanda Édouard, la bouche béante. Exactement, trancha Adrien. Si Nathalie prépare un meilleur plat, elle obtiendra un poste dans l'entreprise et une prime de 50 000 €. Et si je perds ? Demanda-t-elle. Tu retourneras faire tes livraisons, sans entacher ton nom plus qu'il ne l'est déjà. Édouard éclata d'un rire sarcastique. Je parie qu'elle ne sait même pas cuire un œuf. Nathalie fronça les sourcils, et cette étincelle de défi réapparut dans son regard. J'accepte. La salle de réception du groupe Mercier resplendissait sous les lumières dorées. Les tables étaient dressées avec une élégance rare, le champagne coulait à flot, et l'élite parisienne remplissait les lieux, parée de robes de créateurs et de smoking sur mesure. Depuis l'office, Nathalie observait la scène, vêtue de ses vêtements simples recouverts d'un tablier blanc immaculé. Dans la cuisine principale, Amélie Vallier distribuait ses ordres avec une précision militaire. Grande, les cheveux tirés en un chignon strict, chacun de ses gestes frisait la perfection. En apercevant Nathalie, elle eut une moue de dégoût. « C'est toi la prétendue challenger ?» demanda-t-elle avec hauteur. « Ici, on cuisine avec de la technique, ma petite, pas avec de la chance. » Nathalie ne répondit pas. Elle s'approcha des ingrédients, élaborant mentalement sa stratégie. Adrien apparut à l'entrée des cuisines, impeccable dans son smoking. « Tout est prêt pour le duel ?»« Oui, répondit Amélie, mais je persiste à dire que c'est ridicule. »« Les règles sont simples, expliqua Adrien. Chacune préparera un plat principal. Les invités le dégusteront à l'aveugle, sans savoir qui l'a cuisiné. Le vainqueur serait désigné par vote. »« Ce n'est pas équitable, protesta Nathalie. Elle dispose de toute une brigade. »« Tu peux choisir un commis, proposa Adrien. Nathalie regarda autour d'elle. Tous faisaient partie de l'équipe d'Amélie. C'est alors qu'elle avisa un jeune homme en train de laver des casseroles dans un coin sombre. « Lui, dit-elle en le pointant du doigt. Le garçon sursauta. « Je suis juste le plongeur. Ton nom ? Léo. Tu es mon assistant maintenant, Léo. » Amélie éclata de rire. Excellent choix, un plongeur pour aider une livreuse. Le défi commença. Alors qu'Amélie évoluait avec grâce au milieu de sa brigade, Nathalie semblait d'abord perdue. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda Léo, nerveux. Nathalie prit une profonde inspiration, se remémorant les paroles de son père. « Cuisiner, ce n'est pas suivre une recette, c'est raconter une histoire. J'ai besoin d'huile d'olive, de thym, de romarin et de ce filet mignon, ordonna-t-elle. Nous allons leur raconter une histoire. » Peu à peu, ses gestes gagnèrent en assurance. Léo la regardait avec admiration, exécutant chaque instruction avec minutie.
De l'autre côté du plan de travail, Amélie remarqua ce changement d'attitude et son visage se ferma. Les invités commençaient à s'installer. Adrien observait attentivement depuis l'embrasure de la porte. « C'est une erreur, Adrien », lui souffla Édouard. « Cette gamine va nous couvrir de ridicule. Nous verrons bien. » Lorsque le temps fut écoulé, 2 assiettes furent présentées au juge. Une création française sophistiquée signée Amélie, et celle de Nathalie, d'apparence plus rustique, mais dégageant un arôme irrésistible. Adrien fut le premier à goûter. Il fermait les yeux en savourant le plat de Nathalie. Cela me rappelle quelque chose de familier. Il goûta ensuite celui d'Amélie et hocha la tête avec respect. Les autres convives commencèrent la dégustation. Des chuchotements et des regards surpris parcoururent la salle. À l'une des tables, Monique Lejeune la reconnut. « C'est la fille du chef criminel », lança-t-elle d'une voix forte. Tous les regards convergèrent vers Nathalie. « Je ne mangerai rien qui a été préparé par ses mains », ajouta Monique. « Et si elle était comme son père ?» Nathalie sentit tout son courage s'effondrer. Adrien s'approcha de Monique avec un sourire glacial. « Madame Lejeune, si vous refusez de goûter. » Vous êtes disqualifié en tant que juge. Il se tourna vers l'Assemblée. Et si quelqu'un d'autre partage cet avis, je retirerai mon mécénat de tous ses projets futurs. Un silence total s'installa. L'atmosphère était chargée d'électricité, tandis que les juges poursuivaient la dégustation des 2 plats. Nathalie restait digne, bien que ses mains tremblassent légèrement. À ses côtés, Léo lui tapota discrètement le bras. « C'était incroyable », chuchota-t-il. « Je n'ai jamais vu personne cuisiner avec une telle âme. » Adrien monta sur la petite estrade au centre du salon, une enveloppe dorée à la main. Son visage demeurait impassible. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix ferme, le résultat de ce duel culinaire a été surprenant. » Amélie continuait de sourire avec arrogance, tandis que Nathalie retenait son souffle, préparée à l'humiliation. « Par une différence de 3 voix, poursuivit Adrien, la gagnante est Nathalie Rivière. » Une clameur parcourut la salle. Amélie ouvrit la bouche, incapable d'y croire. Nathalie cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. « Quoi ?» murmura-t-elle. « La décision est irrévocable, » ajouta Adrien, ignorant les protestations d'une Monique furieuse qui quittait sa place. Les flashs des photographes commencèrent à crépiter. Adrien s'approcha avec le chèque en main. Comme promis, 50 000 € et un poste au sein du groupe Mercier. Lorsque Nathalie effleura le papier, une boule se forma dans sa gorge. Avec cette somme, elle pourrait payer le loyer, les médicaments de sa mère et assurer la scolarité de Mathéo. « Merci », dit-elle d'une voix étranglée. Adrien lui sourit, et pour la première fois, ce sourire semblait sincère. « Tu l'as mérité. » Le lendemain matin, le nom de Nathalie était affiché sur tous les portails d'actualité. La fille du chef accusé terrasse une étoile Michelin. De livreuse à chef d'élite, génie ou stratégie dangereuse d'Adrien Mercier. Assise à la table de sa modeste cuisine, Nathalie faisait défiler les titres sur son téléphone. Thérèse, sa mère, tenait le chèque entre ses mains tremblantes. « 50, ma fille !» murmura-t-elle. « C'est une fortune !» Mathéo sautillait partout dans le salon. « On est riche, on va avoir une nouvelle maison !» Nathalie sourit, épuisée mais heureuse. « Ce n'est pas autant que tu le crois, petit bonhomme, mais ça va nous aider énormément. » Son téléphone vibra, affichant un nouveau message d'Adrien. « Bureau, 10 heures, nous devons parler. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. Nathalie alla ouvrir. « Mademoiselle Rivière ?»« Oui. » Un homme en costume braqua un micro sous son nez. « Je suis reporter pour le Journal National. Avez-vous un commentaire sur les accusations selon lesquelles vous auriez suivi les traces criminelles de votre père pour remporter ce concours ?» Nathalie se figea, le sang glacé. « Quoi ?» Une camionnette d'un autre média stationna brutalement devant chez elle. D'autres journalistes en descendirent, caméra au poing, prêts à l'encercler. « Il paraît que ton père t'a enseigné l'art du poison avant de bourrir. Ça fait quoi de travailler pour l'entreprise qu'il voulait détruire ?» Les questions fusaient comme des poignards acérés. Nathalie claqua la porte violemment, le dos collé contre le bois, le souffle court et saccadé. « Encore une fois, » murmura-t-elle les larmes aux yeux, « ils me font subir la même chose qu'à lui. » Dans les bureaux du groupe Chevalier, Antoine observait les informations sensationnalistes à la télévision. La mâchoire serrée, il fixait les images de Nathalie harcelée par une meute de journalistes. « C'est grotesque !» marmonna-t-il. « Qui avait orchestré ce scandale ?» Julien entra précipitamment, une tablette à la main. « Monsieur, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils exigent le renvoi immédiat de Nathalie. » Et Raymond Lenoir a fait une déclaration. « Oui, coupa Antoine. Il a donné une interview exclusive pour déterrer l'affaire de l'empoisonnement. Il prétend que vous mettez en danger la sécurité de tous en embauchant quelqu'un avec, je cite, un ADN criminel. » Antoine éteignit l'écran brutalement. « Prépare la réunion et continue de creuser le dossier d'Étienne Rivière. Je veux tout savoir. » Lorsque Nathalie arriva au siège de l'entreprise, l'atmosphère avait radicalement changé. Des regards lourds de méfiance, des chuchotements dans son dos. L'agent de sécurité, d'habitude cordial, la fouilla 2 fois. À l'accueil, une secrétaire qu'elle ne connaissait pas s'adressa à elle d'un ton glacial. « Monsieur Chevalier est en réunion. Asseyez-vous et attendez. » Elle s'installa dans un fauteuil du hall, se sentant plus insignifiante que jamais. Sur un écran mural passait une interview de Raymond Lenoir. Le visage gras, il déclarait « Je suis profondément inquiet pour la stabilité du groupe Chevalier.
Étienne Rivière était instable, un danger public. Il a failli nous tuer, mes clients c'est moi. Qui nous garantit que sa fille n'a pas hérité de ses pulsions meurtrières? Nathalie frissonna. Raymond, l'homme qui avait anéanti son père, s'en prenait maintenant à elle. Soudain, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent avec fracas. Les cadres en sortirent, le visage fermé. Édouard passa près d'elle en lui lançant un regard furieux. Contente, nous venons de perdre 3 contrats majeurs par ta faute. Antoine fut le dernier à sortir, le visage impénétrable. Nathalie, dans mon bureau. L'ascenseur monta dans un silence pesant. Une fois à l'abri dans son bureau, Antoine laissa échapper un soupir. Nous devons parler de ton père. Nathalie se raidit instantanément. Si vous croyez ces mensonges, je refuse de... Il l'interrompit calmement. Non, j'ai besoin de connaître toute la vérité. Elle hésita, les yeux brillants de larmes refoulées. Mon père était chef au Jardin des Roses, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Raymond Lenoir en était le propriétaire. Antoine l'invita à poursuivre. Papa avait créé un menu exceptionnel. Il gagnait des prix, faisait la une des magazines, mais il rêvait d'ouvrir son propre établissement. Lorsqu'il a annoncé son départ à Raymond, elle fit une pause pour ne pas s'effondrer. La semaine suivante, 15 clients sont tombés malades. On a trouvé du poison dans les desserts. Il a été arrêté le jour même. Il a nié jusqu'à la fin, jurant qu'on l'avait piégé. 2 semaines plus tard, ils l'ont retrouvé. Sa voix se brisa. Pendu dans sa cellule. Antoine ouvrit un dossier posé sur son bureau. Nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Les rapports d'autopsie présentent des incohérences majeures. Le poison identifié ne provoque pas les symptômes décrits par les victimes. Les yeux de Nathalie s'agrandirent de stupeur. Quoi? Quelqu'un a manipulé les preuves. Avant qu'il ne puisse continuer, la porte s'ouvrit violemment. Monique Lenoir fit irruption, suivie de 2 gardes du corps et d'une équipe de télévision. Antoine Chevalier se leva, rouge de colère. « Comment osez-vous entrer ici? Qui vous a laissé passer ?» Monique afficha un sourire venimeux. « Mon mari détient des actions chez 3 de vos principaux fournisseurs, » répliqua-t-elle. « Vous voulez des réponses ?» Les caméras pivotèrent vers Nathalie, qui restait paralysée. « Cette femme est la fille d'un assassin » hurla Monique en la pointant du doigt. Et maintenant, elle recommence. « Ça suffit » ordonna Antoine en faisant signe à la sécurité. « Faites-les sortir immédiatement. » Alors qu'on l'emmenait de force, Monique parvint à crier. « Tu vas regretter de la défendre, Antoine. Le conseil vote déjà ton éviction. » Une fois seule, Nathalie tremblait de tout son corps. « Je devrais partir, » murmura-t-elle. « Je suis en train de détruire votre réputation. » Antoine resta un moment silencieux, contemplant la vue par la fenêtre. Puis, il se tourna vers elle avec un regard intense. « Sais-tu pourquoi ton histoire m'a interpellé, Nathalie ?» Elle secoua la tête. « Parce que nous nous ressemblons. Nous savons tous les deux ce qu'est l'injustice. » Il s'approcha jusqu'à se trouver face à elle. « Nous allons laver l'honneur de ton père et démasquer le véritable coupable. » Nathalie le regarda, surprise par tant de fermeté. « Pourquoi? Pourquoi cela vous importe-t-il autant ?» Antoine la fixa avec une expression nouvelle, au-delà de la simple détermination. « Parce que je sais reconnaître quand quelqu'un dit la vérité. » La pluie tombait à verse lorsque la limousine d'Antoine s'immobilisa devant la modeste maison de Nathalie. Les ruelles étroites laissaient à peine passer le véhicule de luxe. Derrière leur rideau, quelques voisins curieux épiaient la scène. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Nathalie nerveusement. « Vous pouvez me déposer ici, ce n'est pas nécessaire d'entrer. » Antoine observa les façades décrépites, les câbles électriques pendants et les flaques d'eau boueuse. « As-tu honte de l'endroit où tu vis ?»« Non, » répondit-elle avec légèreté. « J'aime ma maison, je pense juste que vous ne vous y sentirez pas à l'aise. » Il eut un léger sourire. « Crois-tu que je sois né avec une cuillère en argent dans la bouche ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le chauffeur ouvrit la portière et Antoine sortit sous l'averse avec naturel. Nathalie se précipita pour le suivre jusqu'à l'entrée. En ouvrant la porte, ils trouvèrent Mathéo captivé par des dessins animés sur une vieille télévision dans le coin. En voyant le visiteur, le garçon resta bouche bée. « C'est le monsieur riche de la télé » s'écria Mathéo. « Mathéo » gronda Nathalie, mais Antoine riait déjà. « Tu dois être le frère de Nathalie. »« Je suis Antoine. »« C'est vrai que vous avez un hélicoptère ?»« En réalité, j'en ai 2. »« Waouh ! Tu m'emmènes faire un tour ?» Nathalie intervint, gênée. « Mathéo, va voir si maman a besoin de quelque chose s'il te plaît. » L'enfant s'éloigna lentement, les yeux brillants d'excitation, sans quitter Antoine du regard. « Désolé, » dit Nathalie, il dit tout ce qui lui passe par la tête. « Il me rappelle moi à même âge, » répondit Antoine en observant les vieilles photos au mur. Il s'arrêta devant l'une d'elles, Étienne souriant devant un plat décoré de fleurs. « Ton père ?»« Oui, » dut-elle en baissant la voix. Ce jour-là, il avait reçu le prix du chef de l'année, 6 mois avant que tout ne s'effondre. Une tout faible provint de la pièce voisine. Nathalie se tendit. « C'est ma mère, elle ne va pas fort aujourd'hui. » Antoine la suivit dans la petite chambre où Thérèse était alitée. En les voyant, elle écarquilla les yeux de surprise. « Maman, je te présente Antoine Chevalier, » dit Nathalie, ne sachant trop comment l'introduire. « Un ami, » compléta Antoine en s'approchant. « Enchanté, Madame Thérèse. » Elle lui serra la main doucement, confuse. « Que fait un homme comme vous dans une maison comme la nôtre ?» Antoine s'assit sur la chaise près du lit. « Votre fille est extraordinaire. » Thérèse sourit avec fierté.
Elle l'a toujours été, comme son père. Nous réexaminons son dossier, expliqua Antoine. Je suis convaincu qu'il a été victime d'un coup monté. Les yeux de Thérèse s'embuèrent. Personne ne nous a jamais cru. Étienne n'aurait jamais fait une chose pareille, jamais. Pendant que Nathalie allait chercher un verre d'eau, elle les retrouva à son retour discutant comme de vieux amis. Thérèse, plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, racontait des anecdotes sur son mari. Il disait toujours que la cuisine est un langage universel. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, goûtez ce qu'il cuisine. Antoine l'écoutait avec un intérêt sincère. Dehors, l'orage redoublait de violence. On dirait que vous allez rester coincé ici, remarqua Nathalie en regardant la fenêtre. Ne t'inquiète pas pour moi, répondit-il. J'ai traversé des tempêtes bien pires. Une fois Thérèse endormie, Nathalie conduisit Antoine à la cuisine. Vous avez faim ? Il n'y a pas grand-chose, mais je peux préparer un truc rapide. Laisse-moi t'aider, proposa-t-il en retirant sa veste de costume onéreuse et en retroussant ses manches. Nathalie le regarda, partagée entre l'amusement et la confusion. Vous savez cuisiner ? Disons que je me débrouille. Et à sa grande surprise, Antoine commença à s'activer avec une aisance déconcertante dans la petite cuisine. Elle taillait les légumes avec une précision chirurgicale, dosant les épices au milligramme près. Antoine Delacroix l'observait, fasciné. Où avait-elle appris une telle rigueur ? Avant de fonder son empire, Antoine avait lui-même travaillé 3 ans comme commis de cuisine à Taïwan. Il avait fait ses armes auprès d'un chef étoilé au guide Michelin. Lorsqu'il partagea cette anecdote, Manon cessa immédiatement son activité, le dévisageant avec stupeur. Elle n'aurait jamais imaginé cela de la part d'un PDG aussi froid. Il répondit simplement, un sourire en coin, que personne n'avait jamais pris la peine de lui poser la question. Ensemble, ils préparèrent un repas simple mais aux saveurs complexes. Les effluves délicieux envahirent la modeste maison, attirant Léo, le petit frère de Manon, qui déboula dans la cuisine en s'écriant qu'il mourait de faim. Durant le dîner, Antoine semblait métamorphosé. Loin de l'exécutif austère, il riait aux éclats, s'intéressait sincèrement aux jeux vidéo préférés de Léo et discutait de voitures de sport. Avec l'innocence de l'enfance, Léo demanda brusquement pourquoi il avait choisi sa sœur pour travailler avec lui. Antoine croisa le regard de Manon avant de répondre. Parce qu'elle perçoit des solutions là où le reste du monde ne voit que des impasses. Manon sentit ses joues s'empourprer, elle n'avait pas l'habitude d'être ainsi valorisée. Après le repas, Léo parvint à convaincre le puissant homme d'affaires de disputer une partie d'échecs improvisée, utilisant des capsules de soda en guise de pion. À la grande surprise de Manon, Antoine fit semblant de perdre, exagérant sa détresse chaque fois que le petit gazon capturait une de ses pièces. Il complimenta Léo sur ses talents de stratège, lui suggérant même une future carrière dans le monde des affaires. Manon les observait, un sentiment indéfinissable lui serrant la poitrine. Voir Antoine, d'ordinaire si distant et élégant, rire avec son frère comme s'ils étaient de la même famille, remuait quelque chose de profond en elle. L'orage cessa enfin aux alentours de minuit. Antoine consulta son téléphone qui ne cessait de vibrer d'alertes silencieuses. Manon s'inquiéta, demandant s'il y avait des problèmes. Il rangea l'appareil, assurant que rien ne pressait jusqu'au lendemain, mais qu'il devait prendre congé. Sur le seuil de la porte, il se tourna vers elle. Il la remercia pour ce dîner, précisant que c'était une expérience différente. Elle demanda si c'était différent bien ou différent mal. Il la fixa intensément, affirmant que c'était définitivement bien. Ce regard dura une éternité, chargé de non-dits, avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. Une fois la porte refermée, Manon s'y adossa, le cœur battant la chamave. Du couloir, Léo hurla qu'elle était amoureuse. Elle tenta de nier, traitant son frère de ridicule, mais la rougeur de son visage la trahissait. Léo chantonna une comptine moqueuse sur les amoureux. Et Manon mit fin à la plaisanterie en lui lançant un coussin. Le lendemain matin, le portable de Manon vibra. C'était un message d'Antoine. « Allume la télé ». Elle alluma le vieux poste du salon. Léo était déjà là, les yeux écarquillés devant l'écran. Une journaliste, sur un ton alarmiste, rapportait que le PDG de la corporation de la Croix avait été aperçu la veille dans un quartier populaire, dînant chez la controversée Manon Rivière. Des sources proches du conseil d'administration affirmaient que les actionnaires étaient furieux de cette implication personnelle. Victor Morel apparut alors à l'écran pour une interview, feignant une inquiétude profonde pour la santé mentale d'Antoine, suggérant qu'il était clairement manipulé. Sophie Morel intervint ensuite avec son sourire venimeux, déclarant que Manon utilisait les mêmes tactiques que son père. Après avoir empoisonné des clients, elle empoisonnait désormais l'esprit d'un puissant entrepreneur. Manon sentit un frisson glacé parcourir son échine. Avant de découvrir la suite de ce scandale médiatique, si vous aimez les histoires où la justice triomphe face à l'adversité, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire. À la place de Manon, auriez-vous le courage d'affronter ceux qui ont détruit votre famille ou partiriez-vous loin de tout ? Votre avis nous intéresse. Les nouvelles continuèrent. L'émission L'Étoile gastronomique venait de confirmer que Manon Rivière serait l'invitée spéciale du prochain épisode, suscitant une vive polémique. Le téléphone sonna. C'était Antoine. Il lui demanda si elle avait vu les informations. D'une voix tremblante, elle confirma, craignant que cela ne ruine la réputation d'Antoine. Il répondit avec fermeté que cela lui importait peu, mais qu'il devait être prudent. L'émission était un piège. Victor Morel en était le sponsor principal et cherchait à l'humilier en direct. Manon ferma les yeux, prit une grande inspiration et déclara qu'elle irait. Elle prouverait que la famille Rivière n'était pas celle que l'on décrivait. À l'autre bout du fil, Antoine sourit. C'était exactement la combativité qu'il espérait d'elle.
Les studios de télévision baignaient dans une lumière aveuglante. Les assistants couraient dans tous les sens, les maquilleurs effectuaient les dernières retouches, et le public murmurait avec excitation dans les gradins. L'Étoile gastronomique était l'émission culinaire la plus regardée du pays, célèbre pour ses défis impossibles et ses juges impitoyables. Manon attendait en coulisses, essayant de maîtriser le tremblement de ses mains. Antoine avait tenté de la dissuader au dernier moment, mais elle s'était entêtée, convaincue que c'était le seul moyen de laver leur nom. Un producteur hurla qu'il restait 5 minutes. Autour d'elle, les autres participants la toisaient avec dédain. C'étaient tous des chefs renommés, des finalistes des saisons précédentes, arborant des uniformes impeccables et des couteaux personnalisés. Manon, avec son tablier blanc ordinaire, dénotait cruellement. Un concurrent blonde chuchota avec mépris qu'elle était la fille de l'empoisonneur, ajoutant que le vice était héréditaire. Manon garda la tête haute, ignorant les piques. Elle se remémora les paresseux son père. En cuisine, peu importe d'où tu viens, seul compte ce que tu crées dans l'assiette. Les lumières s'atténuèrent et la musique du générique explosa. Sébastien Renard, l'animateur vedette, fit son entrée avec son sourire carnassier habituel. Il annonça une édition spéciale, avec la candidate la plus polémique de l'histoire. Le public applaudit. Mêlé à quelques huées audibles, Manon prit une profonde inspiration. Sébastien présenta le jury, le chef Richard Bazin, la critique Audrey Chevalier, et, en invité spécial, Victor Morel. Manon sentit son sang se glacer. Victor souriait depuis la table des juges, avec cette expression de fausse bienveillance qu'elle connaissait trop bien. Rien n'était dû au hasard. C'était une exécution publique planifiée. Lorsque Manon fut présentée à la caméra, certains spectateurs brandirent des pancartes hostiles, demandant l'exclusion de la famille Poison. Sébastien, saisissant l'opportunité de faire le buzz, pointa son micro vers elle, rappelant lourdement les accusations portées contre son père, Étienne Rivière. Il lui demanda ce que cela faisait d'être là. Fermement, elle répondit qu'elle était venue pour cuisiner, pas pour remuer le passé. L'animateur insista, lançant un clin d'œil à la caméra, en disant que le passé finissait toujours par nous rattraper. Victor se pencha vers son micro pour ajouter qu'il admirait son courage, surtout compte tenu de son lourd héritage familial. Les rires cruels du public résonnèrent. Manon garda les yeux baissés, refusant de céder à la provocation. Le défi fut annoncé. Préparer un plat signature en 60 minutes. Le vainqueur obtiendrait une immunité. Le perdant serait éliminé sur le champ. Lorsque les cloches des ingrédients furent soulevées, chaque plan de travail était parfaitement équipé, sauf celui de Manon. Ses couteaux étaient démoussés, ses casseroles rayées, et sa plaque de cuisson semblait dater d'une autre époque. Le chronomètre démarra. Manon inspecta ses ingrédients. Elle avait prévu un risotto aux champignons avec une réduction de vin, le plat favori de son père. Mais en ouvrant le paquet, elle découvrit qu'il ne s'agissait pas de riz arborio, mais d'un riz long grain ordinaire, inutilisable pour un risotto classique. C'était le premier sabotage. Elle murmura pour elle-même et décida d'improviser. Elle préparerait un riz crémeux en utilisant une technique différente. Les caméras scrutaient ses moindres gestes. Les juges s'approchèrent de son poste. Richard commenta sa technique avec ironie, demandant si c'était son père qui lui avait appris cela avant l'incident. Elle confirma sans s'arrêter de travailler, affirmant qu'il était un grand chef. Victor laissa échapper un petit rire méprisant, déclarant qu'un grand chef savait au moins distinguer le sucre de l'arsenic. Le public s'esclaffa de nouveau. Manon serra les dents. Elle tenta d'utiliser le mixeur pour ses champignons, mais l'appareil émit un bruit sinistre avant de rendre l'âme. Deuxième piège. Elle saisit un couteau pour tout hacher à la main, malgré la lame émoussée. L'horloge affichait 30 minutes restantes. La plaque chauffait à peine. L'eau frémissait doucement au lieu de bouillir. Sa voisine, la blonde arrogante, se moqua de ses problèmes techniques. Manon l'ignora et changea encore de stratégie. Elle utiliserait le four. L'atmosphère était électrique. Les moqueries fusaient. Manon n'entendait plus rien, focalisée sur un seul objectif, résister. Il ne restait que 15 minutes. Elle ouvrit la porte du four pour vérifier la cuisson de son riz, et un nuage de fumée noire s'en échappa. Quelqu'un avait discrètement réglé le thermostat au maximum pour tout brouiller. « Il y a le feu en cuisine !» s'écria Sébastien, amusé, alors que les caméras zoomaient sur le désastre culinaire. Nathalie déglutit péniblement. Son plat était totalement ruiné. Le riz était brûlé, les légumes desséchés et immangeables. Il ne restait que 12 minutes au chronomètre. Soudain, elle se remémora les paroles de son père, Étienne. « Quand tout semble perdu, reviens à l'essentiel. Cherche la pureté du goût. » Elle observa ce qui lui restait sur son plan de travail. Quelques herbes fraîches, des légumes crus, des épices. Rien de spectaculaire à première vue, mais elle savait qu'elle pouvait encore créer quelque chose. Elle se mit à couper, mélanger et dresser avec une rapidité et une précision chirurgicale. Oublions le public, les juges et le poids de son passé. Il n'y avait plus qu'elle et sa cuisine. 5 minutes, hurla Sébastien. Sur son assiette finale, elle disposa un tartare végétal aux herbes fraîches. Une présentation simple, mais parfaitement équilibrée. C'était une technique de sauvetage que son père lui avait enseignée pour les situations d'urgence. « Terminé, levez les mains !» Le public applaudit poliment. Nathalie respirait difficilement, le cœur battant. Les juges commencèrent leur inspection des stations. Le premier plat dégusté fut celui d'une candidate blonde, qui avait misé sur une présentation extravagante. Les juges sourirent. D'autres plats élaborés passèrent. Puis ce fut le tour de Nathalie. Un silence total envahit le studio. Raymond le jeune goûta le premier. Il fit une grimace de dédain. C'est comestible, mais cela manque cruellement de niveau. Ce plat n'a pas sa place dans cette compétition.
Richard fut le suivant. Technique basique, saveur passable, mais décevant. Nathalie restait de marbre, encaissant les critiques. Andrea servant goûta en dernier et mâcha lentement. Cette saveur m'est familière, dit-elle, pensive. Comme un échec, l'interrompit Raymond brutalement. Comme son père. Le public commença à murmurer, certains riaient. Sébastien souriait, ravi de l'audimat que ce drame allait générer. À cet instant précis, les lourdes portes du studio s'ouvrirent par Saka. Adrien Navarre l'entra, flanqué de 2 avocats en costume sombre. « Désolé pour l'interruption », lança-t-il en marchant d'un pas décidé vers la table des juges, mais je ne pouvais pas manquer ce spectacle. Un murmure d'étonnement parcourut la salle, et les caméras se braquèrent sur son visage fermé. « Monsieur Navarre » balbutia Sébastien. « Vous êtes venu observer ?»« Non, je suis venu clarifier une chose. » Il se planta devant les juges. « Si Nathalie Rivière perd cette compétition, Navarre Corp annulera immédiatement les 50 millions d'euros qui sponsorisent ce programme. » Un silence de mort tomba sur le plateau. Les caméras captaient chaque micro-expression. « C'est du chantage » hurla Raymond, furieux. « Non, c'est du business » répondit Adrien avec un calme olympien. « Et maintenant, je suggère que vous goûtiez son plat à nouveau. Cette fois, sans vous préjuger. » Andrea fut la première à répéter la dégustation. Elle ferma les yeux, se concentrant. « Les herbes » murmura-t-elle. « Cette combinaison, c'est la signature d'Étienne Rivière. Je la reconnais entre mille. » Richard goûta à nouveau, le visage plus sérieux. « Cette fois, je perçois l'équilibre. Il y a une complexité subtile qui se cache derrière cette apparente simplicité. » Raymond refusa catégoriquement de goûter une seconde fois, mais il était déjà mis en minorité. Les votes furent comptabilisés. Nathalie remportait la manche par 2 voix contre 1. Le public, confus par ce retournement de situation, applaudit timidement. Nathalie avait les larmes aux yeux, ne sachant si elle devait ressentir de la joie ou de la honte. À la fin de l'émission, alors qu'elle s'éclipsait par une porte latérale, elle trouva Adrien qui l'attendait. « Merci » murmura-t-elle, « mais tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je le devais » répliqua-t-il fermement. « Ce qui s'est passé là-dedans était honteux. J'ai gagné grâce à ta menace, pas grâce à ma cuisine. Tu as gagné parce que, malgré le sabotage, tu as cuisiné quelque chose d'extraordinaire. Cela prouve à quel point ton existence et ton talent les dérangent. » Une larme coula sur la joue de Nathalie. « Tu crois que mon père serait fier ? J'en suis certain. Il l'est déjà. » Faisons une petite pause pour ceux qui lisent vraiment les descriptions. Écrivez le mot « mangue » en commentaire. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Reprenons l'histoire. Le matin était gris et maussade lorsqu'Adrien arriva à son bureau au siège de l'entreprise. Les nuages lourds dans le ciel de Paris reflétaient parfaitement son humeur. Sur son bureau en acajou, une pile de documents concernant l'affaire d'Étienne l'attendait. Rapports médico-légaux, déclarations de témoins, vieilles coupures de presse. Le téléphone sonnait sans interruption, mais Adrien l'ignorait délibérément. Depuis son apparition fracassante dans l'émission culinaire, les actionnaires l'appelaient sans relâche. La presse à scandale inventait déjà des rumeurs sur sa relation supposée avec Nathalie, et certains l'accusaient même d'avoir perdu la raison. Jules entra silencieusement, avec un dossier rouge sous le bras. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. » Adrien leva immédiatement la tête, intéressé. « Sur l'affaire Rivière ?»« Oui. Le laboratoire qui a effectué les analyses toxicologiques a fermé ses portes il y a 2 ans, mais nous avons réussi à accéder à leurs archives numérisées. Les échantillons originaux des clients prétendument empoisonnés ont disparu. Il n'y a aucune trace physique, comme c'est pratique, murmura Adrien en feuilletant les papiers. Et ce n'est pas tout, continua Jules. L'enquêteur principal de l'affaire, l'inspecteur Gauthier, a demandé sa mutation et son départ à la retraite juste 1 semaine après la mort d'Étienne. Il a acheté une villa luxueuse à Lisbonne et n'est jamais revenu en France. Adrien se leva d'un bond. Corruption. Il semblerait que oui. Et aussi, Jules hésita une seconde avant de poursuivre. Le juge qui a présidé l'affaire est le cousin germain de Raymond le Jeune. Adrien frappa le bureau de 100 points. Retrouve cet inspecteur. Je veux que tu le ramènes ici le plus vite possible. Cela va coûter cher, monsieur. Je me fiche du prix. Fais-le. Jules hocha la tête et sortit. Adrien regarda l'une des photos étalées devant lui. Étienne, menotté, sortant de son restaurant. Il avait dans les yeux la même détermination farouche qu'Adrien voyait aujourd'hui chez Nathalie. L'interphone sonna. « Monsieur Navarre, le conseil d'administration est réuni au grand complet. Ils exigent votre présence immédiate. » Adrien prit une profonde inspiration, ajusta le nœud de sa cravate et saisit les documents compromettants. Il était temps d'affronter les conséquences. Pendant ce temps, Nathalie marchait rapidement dans les rues du centre de Paris, la capuche de son sweat rabattue sur son visage. Depuis la diffusion de l'émission, on la reconnaissait partout. Certains la félicitaient, d'autres lui criaient des horreurs. « Hé, c'est la fille de l'empoisonneur ! Nathalie, une photo !» Elle vivait désormais entre le rejet public et une curiosité morbide. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Adrien. « Réunion avec le conseil. Je te tiens au courant après. Reste sur tes gardes. » Elle sourit malgré elle. En quelques semaines, Adrien était devenu un pilier central de sa vie. Elle ne savait pas comment définir leur relation, mais elle ressentait un lien réel, quelque chose qui dépassait largement le cadre professionnel. Elle entra dans un petit café discret, commanda un express et sortit son ordinateur portable. Adrien lui avait donné un accès sécurisé à certains fichiers internes de Navarre Corp, ceux liés à l'enquête en cours. Elle voulait aider, incapable de rester les bras croisés. « C'est bien vous, n'est-ce pas ?» dit une voix douce venant de la table voisine. Nathalie leva les yeux, sur la défensive. Une femme aux cheveux blancs soigneusement attachés et aux yeux bienveillants l'observait. « Pardon, je vous ai reconnu. Je connaissais votre père. J'étais une cliente habituelle au jardin. Je n'ai jamais cru à cette histoire d'empoisonnement. Étienne était incapable d'une telle chose. » Nathalie déglutit, touchée. « Merci. Vraiment. Entendre cela,
Ça m'aide beaucoup. Faites attention au jeune, chuchota la dame en se penchant vers elle. Ils détruisent quiconque menace leur empire. Avant que Nathalie ne puisse répondre, la femme prit son sac à main et s'éloigna. Nathalie resta silencieuse quelques secondes. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cet avertissement. Les Lejeune avaient des ennemis, beaucoup d'ennemis. Elle retourna à son écran et consulta les registres financiers du restaurant avant l'incident. Sous la direction d'Étienne, les bénéfices avaient triplé. Elle découvrit que quelques semaines avant le drame, Étienne avait formellement rejeté une offre de partenariat de la part de Raymond. « Le mobile classique », murmura-t-elle pour elle-même. « L'argent. » Une notification d'actualité interrompit son analyse. Urgent. Le conseil de Navarre Corp suspend temporairement Adrien Navarre suite au scandale impliquant la fille d'un criminel. Nathalie sentit son estomac se nouer violemment. Adrien risquait tout pour elle, sa carrière, sa réputation, tout. Dans la salle de conférence de Navarre Corp, l'atmosphère était électrique. 12 personnes en costume coûteux le fixaient avec des expressions mêlant inquiétude, colère et déception. Édouard, le président du conseil, prit la parole le premier. Cette réunion a été convoquée en raison de la conduite récente de notre PDG, Adrien Navarre, dont les actions ont compromis la réputation de l'entreprise et généré des pertes financières substantielles. Adrien resta impassible. Depuis le début de sa relation professionnelle avec mademoiselle Nathalie Rivière, poursuivit Édouard, nous avons perdu 3 contrats internationaux majeurs, l'action a chuté de 7% et la presse remet ouvertement en question son jugement. Des murmures d'approbation parcoururent la table. Adrien garda le silence, stoïque. Par conséquent, conclut Édouard, nous proposons la suspension temporaire de M. Navarre de ses fonctions de directeur général jusqu'à ce que cette situation soit clarifiée. Finalement, Adrien prit la parole. Messieurs les membres du conseil, je conçois parfaitement vos inquiétudes, mais la crise à laquelle nous faisons face dépasse de loin la simple lecture de graphiques financiers. Adrien Navarre ouvrit brusquement le dossier rouge et étala les documents sur la table en acajou. Voici les archives complètes de l'affaire Ernest Rivière. Ce dossier est un tissu d'incohérences, de pièces à conviction égarées et de connexions plus que douteuses. Il plongea son regard directement dans celui d'Édouard. Et nous avons toutes les raisons de croire que Rémi Lagrange a orchestré cette machination depuis le tout début. C'est grotesque, l'interrompit une femme assise au bout de la table. Rémi est l'un des industriels les plus respectés de France et l'un de nos principaux investisseurs. Ces accusations sont lourdes, Adrien, renchérit Édouard, visiblement nerveux. Elles sont lourdes, mais elles sont étayées par des faits, répliqua Adrien d'une voix glaciale. Le juge chargé de l'instruction était le cousin Germain de Lagrange. L'enquêteur principal a fui vers les tropiques avec une fortune inexpliquée juste après le verdict. Quant aux échantillons toxicologiques, ils se sont volatilisés. Un froid polaire s'abattit sur la salle de réunion. Les membres du conseil échangeaient des regards inquiets. « Et quel est le rapport avec nous » demanda finalement la femme. « Tout est lié », affirma Adrien avec fermeté. « Cela fait des années que Lagrange tente d'absorber le groupe Navarre. Avec le scandale entourant Nathalie, il a enfin trouvé le prétexte idéal pour m'écarter du trône. Je ne défends pas seulement l'honneur de Nathalie Rivière ou la mémoire de son père. Je défends cette entreprise contre un prédateur corporatif qui veut nous dévorer. » Le silence était total. Édouard prit une profonde inspiration, mal à l'aise. « Il nous faut du concret, Adrien, pas des théories du complot. »« Donnez-moi 2 semaines, exigea Adrien. Si je ne reviens pas avec des preuves irréfutables, je démissionnerai sur le champ, sans aucune indemnité. » Après une délibération intense, le conseil accepta de repousser le vote de défiance. Adrien sortit de la salle, épuisé mais déterminé. Dans le couloir, son bras droit, Julien, l'attendait. « Nous avons localisé l'inspecteur Gauthier. Il vit sous une fausse identité à Lisbonne. »« Parfait, préparez le jet. Nous décollons demain à l'aube. »« Monsieur, il y a autre chose, » ajouta Julien, le visage grave. « Nos sources indiquent que Nathalie pourrait être en danger immédiat. » « Quel genre de danger ? » Des menaces affluent sur les réseaux sociaux, et... Julien hésita. On dit que Lagrange a engagé des hommes de main pour l'intimider. Adrien composait déjà son numéro, mais tombait sur la messagerie. « Ne réponds pas, trouve-la, tout de suite. » Nathalie sortit de la brasserie, son sac à dos lourd sur l'épaule et le dossier serré contre elle. Une sensation désagréable lui parcourait l'échine. On l'observait. Le ciel parisien s'était assombri, rendant les ruelles presque désertes. Elle pressa le pas, mais l'écho de bottes derrière elle accéléra au même rythme. Elle traversa brusquement la rue. Mais une berline noire aux vitres teintées lui coupa la route dans un crissement de pneus. La portière arrière s'ouvrit violemment. « Et toi, la fille de l'assassin !» hurla un homme encagoulé en s'extirpant du véhicule. Nathalie recula, cherchant une issue, mais un second individu surgit derrière elle. « La famille Lagrange vous envoie ses amitiés !» siffla-t-il en s'approchant. Nathalie pivota sur elle-même, brandissant son sac comme un bouclier dérisoire. Le premier homme se jeta sur elle. Elle esquiva de justesse, mais le second la ceintura par derrière. « Au secours !» cria-t-elle en se débattant de toutes ses forces. Soudain, une voiture de sport freina en urgence à quelques mètres. Adrien en jaillit comme un éclair, suivi de 2 gardes de corps massifs. « Lâchez-la immédiatement !» rugit-il. Les agresseurs marquèrent un temps d'arrêt. Profitant de leur hésitation, Nathalie asséna un coup de coude violent à celui qui la tenait et se libéra. Elle courut vers Adrien. Voyant le rapport de force inversé, les attaquants s'engouffrèrent dans leur véhicule et disparurent dans la nuit.
Nathalie s'effondra dans les bras d'Adrien, tremblante de tout son corps. « Est-ce que ça va? Tu es blessé ?» demanda-t-il en l'examinant avec anxiété. Juste terrifié, il prit son visage entre ses mains avec une infinie douceur. « Ce n'est que le début. Ils sont désespérés car ils savent que je me rapproche. Le conseil m'a donné 2 semaines, mais il me faut ces preuves. Demain, je pars pour Lisbonne. Le policier qui a arrêté ton père s'y cache. » Nathalie le regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je viens avec toi. »« Tu es sûr? C'est risqué. » « Plus risqué que de rester ici à attendre qu'il revienne ?» Adrien esquissa un faible sourire. La pluie commença à tomber, lourde et froide, mais aucun des deux ne sembla le remarquer. Leurs vêtements se trempaient, mais une barrière invisible venait de se briser entre eux. Il se pencha lentement et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de cinéma, mais une promesse, une question muette, à laquelle Nathalie répondit avec ferveur. Lorsqu'ils se séparèrent, le souffle court, le monde semblait avoir changé d'axe. « Il faut partir », murmura Adrien. « Ce n'est pas sûr ici. » De l'autre côté du boulevard, dissimulé dans l'ombre d'un Porsche, un objectif d'appareil photo se rétracta, après avoir capturé la scène. 3 jours passèrent sans la moindre nouvelle. 3 jours interminables depuis qu'Adrien s'était envolé pour le Portugal à la recherche de l'inspecteur Gauthier. L'appartement sécurisé où Adrien avait installé la famille Rivière ressemblait à une prison dorée, luxueux, spacieux, mais hermétiquement clos. Les rideaux restaient tirés, des gardes patrouillaient dans le couloir, la télévision ne déversait que rumeurs et scandales. « Toujours rien ?» demanda Thérèse, assise près de la fenêtre, le visage marqué par l'inquiétude. « Rien », répondit Nathalie. « Julien dit qu'ils maintiennent le silence radio pour leur sécurité. Cet inspecteur est un fantôme. » Mathieu fit irruption dans le salon, sa tablette à la main, le visage blême. « Regardez ça !» Il alluma l'écran géant. Les images montraient le siège social du groupe Navari assiégé par les journalistes. Le bandeau d'information défilait en rouge. Adrien Navari, porté disparu depuis 72 heures après un voyage en Europe. Le présentateur parlait d'un ton grave. Des sources internes confirment que le PDG n'a donné aucun signe de vie depuis son départ pour Lisbonne. Le conseil d'administration a convoqué une assemblée extraordinaire pour cet après-midi. L'image changea pour montrer Rémi Lagrange sortant d'un grand restaurant parisien, assailli par les micros. « C'est tragique », déclarait-il avec une tristesse parfaitement simulée. « Voir un empire aussi solide que le groupe Navari vaciller à cause d'une erreur de jugement. Je l'avais pourtant mis en garde contre les dangers de fréquenter la famille Rivière. » Nathalie serra les poings jusqu'à s'en faire mal. Le menteur. Il sait exactement ce qui se passe. C'est lui le responsable. Son téléphone vibra. Numéro masqué. Elle hésita une seconde avant de décrocher. « Allô ?»« Nathalie, c'est moi. » La voix d'Adrien était lointaine, hachée par les interférences. « Ne parle pas. Écoute, j'ai trouvé Gauthier. Il a tout avoué. Ils l'ont payé pour piéger ton père. Je rentre avec les preuves. La communication coupa brutalement. « Adrien. » Elle tenta de rappeler, mais la ligne était morte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Thérèse, paniquée. « C'était lui. Il est vivant. Il a la vérité. Il rentre. » Mathieu exulta, mais Nathalie ne parvenait pas à sourire. La voix d'Adrien ne sonnait pas comme d'habitude. Il semblait tendu, peut-être même blessé. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Chaque minute, elle vérifiait son écran. À 4h37 du matin, une notification apparut. Le jet privé Navari a atterri à l'aéroport du Bourget. Elle sombra enfin dans un sommeil agité. À 8h, des coups violents contre la porte la réveillèrent. Nathalie, c'était Mathieu, en larmes. « Allume la télé !» Thérèse était déjà dans le salon, une main plaquée sur sa bouche pour étouffer un cri. À l'écran, une ambulance stationnait devant les bureaux d'Adrien. On voyait des paramédicaux charger un homme sur une civière. Le titre était sans équivoque. Adrien Navari agressé dans ses bureaux. État critique. « Non », murmura Nathalie, le sang se glaçant dans ses veines. « Ce n'est pas possible. » La voix off du reporter continuait. Il a été retrouvé inconscient, victime de multiples traumatismes. La police judiciaire enquête pour savoir si cette attaque est liée aux récentes controverses. Des sources hospitalières indiquent que son pronostic vital est engagé. Nathalie enfilait de ses chaussures. « Je vais à l'hôpital. »« C'est de la folie », s'écria Thérèse. « Il pourrait s'en prendre à toi aussi. Je m'en fiche, il a tout risqué pour moi. » Son téléphone sonna à nouveau. C'était Julien. « Ne viens pas à l'hôpital », ordonna-t-il immédiatement. « C'est infesté de journalistes et probablement de guetteurs de Lagrange. Ce n'est pas sûr. »« Comment va-t-il ? Dis-moi la vérité. » »« Il est vivant. Côte cassée, commotion cérébrale sévère, une plaie profonde au bras. Mais il est stable pour le moment. » »« Qui a fait ça ? » ?»« Lagrange a découvert qu'il avait les preuves. Il a envoyé une équipe de nettoyage. Mais Adrien avait prévu le coup. Il a laissé quelque chose pour toi avant l'attaque. Rejoins-moi au vieil entrepôt logistique de la zone nord. Prends une pièce d'identité. Je t'attends dans 30 minutes. L'entrepôt du groupe Navari se situait dans une zone industrielle grise et sans âme. Le bâtiment en béton ne portait aucune enseigne.
Julien l'attendait près d'une porte de service latérale, scrutant nerveusement les environs. « Vite !» dit-il en la poussant à l'intérieur. Il la guida à travers un dédale de caisses jusqu'à un bureau poussiéreux au fond du hangar. Sur une table métallique posée au centre, il y avait un dossier noir et une clé USB. Adrien m'a donné des instructions strictes. Si quelque chose lui arrivait, ceci devait te revenir. Nathalie ouvrit le dossier d'une main tremblante. C'était une confession, écrite et signée de l'inspecteur Gauthier. Le document détaillait avec précision comment Rémi Lagrange lui avait versé 2 millions d'euros pour planter des preuves, falsifier les analyses et accélérer le procès. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Ça innocente mon père, complètement. » « Il y a plus », dit Julien en insérant la clé USB dans un ordinateur portable. Il lança un fichier audio. C'était l'enregistrement de l'interrogatoire mené par Adrien à Lisbonne. La voix de l'inspecteur résonna, claire et terrifiante. Il expliquait comment Lagrange avait planifié la destruction d'Ernest Rivière, non pas pour une vendetta personnelle, mais par pure cupidité commerciale. Il craignait que le talent culinaire d'Ernest ne fasse de l'ombre à sa nouvelle chaîne de restaurants étoilés. Pourquoi attaquer Antoine maintenant? Rémi avait découvert qu'il détenait les preuves accablantes et avait tenté de l'intercepter par tous les moyens. Cette fois, il n'avait pas lésiné, engageant des professionnels pour faire le sale boulot. Si l'agent de sécurité n'était pas intervenu in extremis, les conséquences auraient été fatales. La phrase restait en suspens. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Il fallait immédiatement prévenir la police. C'était déjà fait. Et la presse aussi. Adrien avait tout orchestré avec une précision chirurgicale. La vérité allait éclater au grand jour, quoi qu'il arrive. Soudain, le téléphone de Nathalie vibra dans sa poche. Une notification d'actualité urgente. La vidéo de la confession avait fuité sur le net. Les sites d'information étaient submergés par les gros titres. Rémi Lejeune accusé de conspiration et de manipulation judiciaire. Ernest Rive était innocent. Enfin, justice était rendue pour le célèbre chef. « Je dois voir Antoine immédiatement », déclara Nathalie d'une voix tremblante. Le chauffeur lui indiqua qu'il la conduirait par l'entrée de service de l'hôpital pour éviter la foule. Dans la voiture, Nathalie serrait le dossier contre sa poitrine comme une bougie de sauvetage. Des années de souffrance, de honte et de silence s'effondraient comme un vieux rideau poussiéreux. Son père n'était pas un criminel. Il avait été une victime. On la guida à travers un couloir silencieux jusqu'à une aile privée et sécurisée. 2 gardes imposants surveillaient la porte. À l'intérieur, Antoine reposait dans un lit, relié à divers moniteurs cardiaques. Son visage était tuméfié, un bras lourdement bandé, et il semblait plus fragile que jamais. Nathalie s'approcha doucement, le cœur serré, et lui prit la main. « Tu as réussi », murmura-t-elle les larmes aux yeux. « Tu as lavé son honneur. » Antoine ouvrit péniblement les yeux. Il esquissa un sourire forcé malgré la douleur. « Nathalie, ne dis rien, repose-toi. » Puis, dans un souffle, il ajouta « Le concours national de gastronomie, je t'ai inscrite. Rémi en est le sponsor principal. Tu dois y aller, que tout le monde voie qui tu es vraiment. » Il referma les yeux, terrassé par l'épuisement. À cet instant précis, le portable de Nathalie vibra de nouveau. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Félicitations, mademoiselle Reeves, mais ce n'est pas fini. Rendez-vous en finale. Je suis curieux de voir si vous cuisinez aussi bien que votre père, avant de vous détruire comme je l'ai fait pour lui. Rémi. » Nathalie regarda Antoine, lui caressant le visage avec une infinie tendresse. « J'irai, » chuchota-t-elle avec détermination, « et je gagnerai. Pour toi, pour mon papa, pour nous tous. » En sortant de l'hôpital, les flashs des appareils photo l'éblouirent instantanément. Des journalistes l'avaient repéré malgré ses précautions. « Mademoiselle Reeves, une déclaration? Que pensez-vous des preuves accablantes contre Rémi Lejeune? Irez-vous au concours national ?» Nathalie s'arrêta net. Elle se tourna vers les caméras, le regard fier. « Mon père, Ernest Reeves, a été la victime d'une machination odieuse. Aujourd'hui, son nom est enfin réhabilité. » Sa voix devint plus ferme et résonna dans le silence qui s'était installé. « Et oui, je vais concourir à la finale. Vous pouvez dire à Rémi que je serai là, prête à prouver que l'héritage de mon père est bien vivant. » Elle monta dans la voiture sans ajouter un mot. Dehors, le scandale éclatait, mais elle n'avait plus peur. La bataille finale venait tout juste de commencer. Si cette histoire vous a touché droit au cœur et que vous voulez soutenir notre travail, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de partager votre avis dans les commentaires en notant cette histoire de 0 à 10. À très bientôt.